Morning Trading, ravi de vous retrouver après une longue absence. Alors je sais pas forcément si ça va bien marcher puisqu'il faut tout remettre à jour et plein de trucs bien compliqués, mais a priori ça a l'air de fonctionner. Donc je vais vous faire quand je suis heureux, je fais ça. Voilà, il y en a certains qui vomissent à voir la cité de la peur, mais moi voilà, je suis très content de revenir. C'était pas gagné il y a encore quelques semaines, voire même quelques jours. On va refaire le point sur l'actualité des marchés financiers. Et puis, j'ai tout oublié, excusez-moi. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parlo trader. Nous sommes le 12 août de l'an de grâce 2024 et on va voir ce qui peut se passer cette semaine sur les marchés financiers. Alors on a eu beaucoup d'actions pour un mois d'août. Alors c'est la troisième année consécutive que ça bouge beaucoup en août. Habituellement, parce que les 25 dernières années que j'avais connues en bourse au mois d'août, il se passait strictement rien. Là maintenant, troisième année où ça bouge pas mal. Peut-être, et ça c'est une bonne nouvelle pour les traders en compte propre, qu'on a gagné un mois de plus à trader. Donc c'est toujours bien d'avoir de la volatilité. Ça devrait normalement, je dis bien très normalement, se calmer un tout petit peu. Alors attendez, il faut que je me retrouve dans tous les boutons, c'est celui-là. Ça devrait se calmer en théorie un petit peu cette semaine, et si ou du moins de se stabiliser. Donc voilà, je vous ai mis depuis le mois d'août, on a ce qui s'est passé, la super descente en très peu de temps, en 48 heures. Alors on a vu une baisse assez marquée jeudi, le jeudi, puis vendredi et lundi, le fameux lundi noir la semaine dernière, hein. L'impression que ça fait 15 ans, mais non, ça fait même pas une semaine. Le fameux lundi noir où on a eu les bourses, notamment japonaises, qui avaient baissé de près de 12%, un truc qui n'arrive jamais, une fois tous les 20-25 ans. La dernière fois, on a vu en 87 le Dow Jones, là on a eu le Nikkei, donc moins 12%. La fin du monde, etc. Et puis on a été chercher un support mensuel sur Nasdaq extrêmement important, le niveau 17 500, et on a rebondi dessus. Alors je peux même vous dire, j'en suis fier et pas fier du tout, j'ai acheté à 17 497,5 ici. En me disant, j'essaye de le garder, je peux me faire peut-être 1000 points. Donc j'avais pensé à un rebond qui montait à 18 500. Donc jusqu'ici pour aller titiller le support mensuel. Et la problématique, c'est que on est passé en dessous entre 14h et 15h, donc juste avant l'ouverture des marchés américains. Et du coup, j'ai transformé ça en un petit day trading qui m'a fait gagner pas mal de sous, mais j'ai pas pris 1000 points, hélas. Ça m'a fait 20 000 euros. J'avais juste mis un mini lot Nasdaq dessus, mais voilà, pas du tout. Alors évidemment, avec le recul et tout, on regrette en regardant graphiquement le graphique. Alors c'est pour ça que les analystes sont toujours excellents en bourse, mais c'est toute la différence entre un analyste qui est à peu près un général qui n'a pas vu un champ de bataille depuis 30 ou 40 ans, et un mec qui est le trader en compte propre, qui lui est dans la tranchée en train de se battre à coup de pelle. Voilà, donc ici à coup de pelle, comme on n'avait pas encore ouvert, on ne savait pas vraiment comment aller ouvrir les marchés américains, j'ai préféré pas prendre de risques et je suis sorti avant l'ouverture à 15h30. Bon, ça a été dommage, ça a été ma petite joie et déception de la semaine dernière. Ce qui nous intéresse pour nous, c'est de voir la dynamique. Donc, attention, on n'a absolument pas effacé la vague de baisse d'août, et encore moins effacé, ici vous le voyez bien, la vague du mois de juillet. On est toujours très négatif sur le Nasdaq. On a eu d'énormes prises de bénéfices sur Nasdaq. Et d'ailleurs, si vous regardez bien sur cette journée entre le 11 juillet et le 12 juillet, on a eu un signe précurseur
On a eu c'était le 17 juillet, ça devait être le 17 juillet, on avait un signe précurseur de forte baisse du Nasdaq. Il avait perdu, je crois, 3% et demi. Ok, d'accord. Mais le Russell 2000 avait pris 3% et demi en simultané. Donc là, on voyait bien qu'il y avait un changement un petit peu de polarité. Les actions du Nasdaq au summum, les Nvidia, les Microsoft qui coûtent très cher, on a pris des bénéfices et qu'on fait les gérants avec tout le cash qu'ils ont récupéré. Je vous rappelle que pour beaucoup, ils ont des obligations à être positionnés en bourse sur 80% du portefeuille. Et ben, ils ont acheté quoi? Du Russell 2000 en dispatchant un petit peu le Russell 2000. Donc, ce sont les petites, entre guillemets, PME américaines qui ont juste plus de 1 milliard de capitalisation. Si vous avez une boîte qui a plus de 1 milliard de capitalisation, vous pouvez aller vous faire inscrire au Russell 2000 si on voudra de vous. Donc vous imaginez 2000 entreprises, petites PME de province américaine, supérieures à 1 milliard. C'est nos licornes à nous, hein. Nous, on est hyper heureux quand on a une entreprise qui fait 1 milliard. Bon, aux États-Unis, ils en ont minimum 2000 et beaucoup plus. Donc en fait, ils sont mis à vendre les grosses valeurs qui avaient pas arrêté de monter comme Nvidia et compagnie. Et avec le cash, ils ont réparti un petit peu sur le Russell 2000 en se disant, dans le tas, je vais mettre sur 10, 15 ou 20 lignes sur le Russell 2000. Dans le tas, je vais peut-être avoir une pépite qui va me finir l'année à plus 30%. Et ce sera plutôt pas mal pour mon portefeuille. Parce que penser que Microsoft ou Nvidia puisse encore faire début juillet plus de 30%, fallait être excessivement optimiste ou être sous acide, hein, ce qui est aussi une possibilité. Mais en tout cas, on est toujours sous cette pente, cette tendance baissière extrêmement forte, hein. On le voit ici. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on commence à aller taper notre rebond commence à aller taper la tendance baissière. Donc c'est là on va voir si on le casse et ce sera un signe assez majeur de reprise, ou si on va le toucher et on va se remettre à descendre. Donc on a un truc qui est pas mal, c'est le plus bas du mois précédent qui est à 18 725, allez on va dire 18 750, j'adore le niveau 250 en 250 sur le Nasdaq. Et si vous n'êtes pas bête, point bas 17 500, on passe au-dessus des 18 000 fonctionne très bien, on rebondit dessus non-stop et on a été bloqué pendant 3 jours entre 18 000 et 18 500. Donc vous voyez toujours le niveau 250, 500, 750 000, on les retrouve en permanence sur le Nasdaq. Donc peut-être 18 750, 25 là on va côté un petit peu au-dessus, 18 750. Si on franchit ça, on passe au-dessus du plus bas du mois précédent, on passe au-dessus du plus bas du mois de juillet, et là ça veut dire qu'on voudrait repartir. Alors petite particularité cette semaine, on n'a plus de gros stats d'entreprises américaines. Alors, je suis un peu méchant, mais on n'a plus d'entreprises majeures. On a Cisco, ok, d'accord. Bon, putain, Cisco, voilà, c'était plus ce que c'était, hein. À un moment, j'étais, je crois, certifié Cisco. Bon, ma certification Cisco, maintenant, ça vaut rien du tout. Enfin, c'est quand je vous dis il y a un moment, c'était il y a à peu près 28 ans, hein, donc en arrière. Donc, c'est plus du tout un poids lourd à notre époque. Donc là, saison des résultats des entreprises américaines, on a 2 ou 3, ça changera rien du tout. Donc on revient sur la psychologie globale du marché et on voit que depuis en tout cas jeudi, on a envie de remonter. Et ce qui m'intéresse, c'est pour le moment cette remontée en palier. Donc vous voyez 17 500, on repasse au-dessus des 18 000. Ça devient un support, on le teste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, à peu près 6 fois on le teste, et on voit que le 18 500, le support mensuel, ça bloque. On s'en rapproche, on recule, on le touche quasiment, on recule, on passe légèrement au-dessus, on se prend une grosse claque, et puis finalement, le jeudi, on passe au-dessus sur cette bougie-là à 20 h. Ça c'est un bon signal d'achat, puisqu'on a clôturé au-dessus. C'est la première fois où on clôture de manière assez nette au-dessus, et ça continue de monter un petit peu ensuite jusqu'à 22, 23 heures, une partie de la nuit jusqu'à 1 h du matin. Donc ça, c'était plutôt un signal. Et là, on a un nouveau,
on essaye une sorte de palier. Là, c'est le support à mensuel. On a eu la middle S2 mensuelle à 18 000. Là, on a support à mensuel à 18 500. Tant qu'il tient, on peut espérer aller chercher le prochain niveau support mensuel. Et évidemment, c'est le plus bas du mois précédent que je viens de vous parler. Donc, on pourrait avoir cette semaine une sorte de range. La volatilité pourrait diminuer, et puis un range peut-être point bas 18 500. En tout cas, si on passe en dessous et je vois qu'on repasse au-dessus, je me précipite, et puis peut-être les 18 750, où ils décident que ça y est, la baisse c'est fini, on a bien raclé. Eux, ils ont chargé sous le support de mensuel et ils ont gardé. Ils auraient été bien plus malins que moi dans ces cas-là, et on fonce à 19 000. Mais cette semaine, pas de résultats d'entreprise particulièrement intéressants. On oublie les trimestriels, et au niveau statistique, on a une semaine qui est absolument normale. On va avoir le chômage américain, ô combien important, hein. Regardez ce qui nous a fait décoller ici, ça a été le chômage hebdomadaire américain. Donc ce jeudi, attention, s'ils sont toujours à peu près dans le même état, on peut avoir des bougies de près de 500 points, de près de 3%, juste sur un petit chômage hebdomadaire américain. Voilà, je rentre pas dans les détails parce que là, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait le good morning trading, je veux vérifier si tout marche bien techniquement. Et puis, j'ai tellement de choses à vous dire que je serai encore là jusqu'à midi sur la crise, etc. En tout cas, on a ça a été une grosse alerte, hein. On a fait moins 12 sur le Japon, donc ça veut dire qu'on a été en réservation baissière à moins 10%. Ils arrêtent tout, ils laissent les gens réfléchir, ils ont réouvert et ça a continué de baisser. C'est là où vous voyez la chose la plus dangereuse en bourse, malgré toutes les conneries que vous pouvez lire ou écouter en vidéo YouTube et tout, c'est de garder ses positions le week-end et la nuit. Là, on a ouvert très bas sur le Nasdaq. On aurait pu ouvrir en réservation baissière à moins 10%. Et dans ces cas-là, les cours sont bloqués. Et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas sortir votre position. Et là, le stop que vous avez mis, même profit, le stop profit que vous avez mis le vendredi soir à 21h59, croyant être protégé, eh ben, ça vous fait juste un moins 10 en pleine tête, un bon coup de boule, parce que il y aura plus que du slippage dans ces cas-là, ce qu'on appelle la cascade de stop, et vous pouvez vous prendre moins 10%. Si vous êtes en petit levier, un levier 3, 4, bah, vous avez perdu 30 à 40% de votre portefeuille en claquant des doigts sur un week-end où vous êtes totalement impuissant. On peut strictement rien faire. Donc c'est pour ça que la solution pérenne, tranquille, à long terme, c'est déjà de ne pas avoir de position le week-end. Quand il arrive des gros trucs, c'est toujours le week-end. Quand il y a des grosses annonces des banques centrales, qu'on a eu ça pendant le Covid, on a eu ça en 2008, en 2010, c'est toujours le week-end où elles annoncent des choses où ça peut faire justement ouverture à plus 8, plus 10%, ou moins 8, moins 10%. Si vous êtes en levier, vous vous faites balayer comme c'est pas possible. Donc pensez-y. Ça fait 25 ans que je trade maintenant, et j'ai connu 4 générations complètes de traders qui ont disparu, cramés en 24-48 heures, en gardant une position swing, en se faisant massacrer sur une ouverture ultra rouge un lundi matin, un petit peu de levier, et puis on perd 30, 40, 50% de son portefeuille, et on va mettre, dans le meilleur des cas, plusieurs années à tout récupérer. Donc voilà, pensez vraiment à ça. Si vous êtes liquide, comme moi, lundi 5 août, vous vous levez, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont écroulés au Japon, et c'est devenu une opportunité, et ça a été une journée verte sans grand risque. Lundi, bon, avec déception, parce que je vais m'en rappeler quand même de mon achat sous les 17 500, sous le support de mensuel. S'ils avaient atteint au plus bas, on a été vers les 17 360. Si à 1 heure de décalage, je gardais ma position, parce que le marché américain aurait ouvert, mais garder une position avant que les marchés américains ouvrent avec le niveau de volatilité, bon,
En fait, non, je regrette pas. J'ai été prudent et c'est ça qui me sauve la vie sur les marchés. Donc non, en fait, c'était une très bonne décision. Pardon. Voilà, excusez-moi, oui, ça, je parle depuis, je sais pas quoi, 15 minutes et je suis déjà plus habitué. Donc, portez-vous bien, on va y aller, c'est la reprise tranquille pour moi pour vérifier si tout marche bien au niveau technique et puis pour commencer à préparer mes nouvelles émissions à la rentrée. Voilà, vous aurez une émission en plus en économie et une émission supplémentaire par jour. On sera à 3 émissions que j'appelle pour le moment, je sais pas trop, carte blanche. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous parler de plein de choses qui me passionnent, mais je peux pas forcément les mettre dans une case. Ça parlera autant de thé vert japonais, de philosophes antiques du 3e siècle avant Jésus-Christ, d'économie, de trolls, du dernier livre que j'ai lu, donc ce sera carte blanche, et puis une autre émission beaucoup plus économique, vu le niveau global de la population générale, ce sera œuvre de salubrité publique, je pense. Sur ce, portez-vous bien. J'ai dit œuvre de salubrité publique, n'y voyez aucun message politique, pas du tout, camarades. Sur ce, je vous dis à demain, portez-vous bien, ciao. Et c'est là où je me rappelle plus comment je coupe l'émission. Si je clique là, ça continue à diffuser en fait.